IDFM 98 de la bande FM, nous allons parler de l'enfantement ce soir entre puissance, violence et jouissance. Une dimension méconnue de la sexualité féminine avec Hélène Goninet qui exerce le métier de sage-femme depuis 25 ans. Après une courte expérience hospitalière, elle s'est installée en libéral dans une pratique d'accompagnement global. Vous êtes aussi, Hélène Goninet, diplômée en sexologie humaine. Vous avez ensuite élargi vos activités pour inclure des consultations dans ce domaine naturellement complémentaire. Il y a une préface du docteur Michel Audin. Il dit qu'il semble paradoxal que le flambeau soit tenu par une sage-femme qui exerce dans l'une des zones d'Europe les moins urbanisées. Vous êtes en Ardèche? Oui, en Ardèche. Est-ce qu'en Ardèche, il y a beaucoup de femmes qui accouchent chez elles? Oui, il y a beaucoup de femmes qui accouchent chez elles et depuis très longtemps, c'est quelque chose qui ne s'est jamais perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque en France, après-guerre, où petit à petit, les femmes ont été vraiment incitées à accoucher à l'hôpital et les sages-femmes à exercer à l'hôpital également. Et l'Ardèche est un endroit où il y a toujours eu au moins une sage-femme pour accepter les demandes des femmes qui voulaient rester chez elles pour accoucher. Je pense qu'il y a un problème au niveau des sages-femmes. Est-ce que la formation continue ou il y a de moins en moins de sages-femmes? Il y a beaucoup de sages-femmes, mais les sages-femmes, paradoxalement, sont cantonnées à faire tout, presque, mais de moins en moins d'accouchements sous leur propre responsabilité. C'est-à-dire que les sages-femmes qui exercent à l'hôpital, elles ont de plus en plus de protocoles et de choses à respecter, qui fait que leur autonomie est quand même mise à mal. Oui, puis vous dites aussi qu'il y a un problème au niveau des assurances, qu'on vous demande de plus en plus d'argent pour assurer... Oui, alors ça c'est pour les sages-femmes qui exercent, qui pratiquent l'accompagnement des accouchements à domicile. Oui, c'est un problème qui date depuis 2003. Les sages-femmes ont eu donc ces sages-femmes-là, qui sont quand même très minoritaires en France, je ne sais pas actuellement, mais il n'y en a pas plus d'une centaine qui acceptent d'accompagner des naissances à la maison. Et ces sages-femmes, à un moment donné, se sont vues refuser les assurances professionnelles pour assurer le risque lié à l'accouchement quand elles travaillaient à la maison. Mais bon, pendant, on dirait, une dizaine d'années, il y avait à la fois l'obligation de s'assurer professionnellement et les tarifs prohibitifs des assurances qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas s'assurer. Et puis en 2013, le Conseil de l'Ordre s'en est mêlé, a demandé à ce que les sages-femmes soient... de pouvoir vraiment cerner quelles étaient les sages-femmes qui pratiquaient les accouchements à la maison. Et cette année, en 2016, les assurances ont refusé d'assurer sur toutes les sages-femmes qui exerçaient en pratiquant des accouchements à la maison. Bon, ça c'est le modèle français. Mais c'est tout un débat. Mais finalement, c'est peut-être pas le plus important. Est-ce que vous accouchez à domicile, vous en faites partie? Oui, j'ai accouché à la maison pour mes 3 enfants. Oui, mais est-ce que vous faites des accouchements à domicile? Alors moi, j'ai fait des accouchements à la maison jusqu'en 2014. Je me suis arrêtée pour avoir du temps et en particulier pour écrire ce livre. Voilà. Donc vous ne pratiquez plus d'accouchement à domicile? Non, depuis 2014, j'ai accepté un accouchement là bientôt, mais je pense que ça va être le dernier. Alors ça n'a rien à voir avec les histoires d'assurance. Moi j'ai fait ça pendant 25 ans. C'est un travail qui demande énormément d'engagement, énormément de disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut être là tout le temps, être toujours disponible, être prête à tout lâcher ce qu'on est en train de faire, de vivre avec des amis, avec la famille, pour partir à n'importe quelle heure, accompagner une femme qui accouche. Alors ça a été une expérience vraiment
merveilleuse. Et j'ai vécu plein de bons moments avec toutes ces familles. Mais voilà, moi, c'est venu le temps pour moi de passer à autre chose. Oui, si jamais il y avait une femme qui accouchait devant vous, vous ne la laisseriez pas se débrouiller toute seule. Non, bien sûr que non. Alors, les sages-femmes, ça remonte à la nuit des temps. Avant, c'était vraiment les femmes qui accouchaient les femmes. Oui. Oui, la formation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est très très récent. Hein. De tout temps, il y a eu, et c'est vrai que c'était pratiquement dans tous les pays du monde, des femmes qui accompagnaient d'autres femmes, des femmes souvent expérimentées, qui avaient déjà eu elles-mêmes des enfants. Il y a une région, je crois, c'était en Espagne, dans un endroit d'Espagne, c'était des hommes, c'était des barbiers qui accompagnaient les femmes pour l'accouchement. Bon, j'ai lu ça quelque part, j'ai jamais fait de recherche là-dessus, mais ça, c'est sans doute quelque chose d'assez exceptionnel sur toute la Terre. Donc chez nous, là, en Europe et plus particulièrement en France, le métier d'obstétricien, finalement, il arrive à quel moment? Normalement, l'obstétricien, c'est un spécialiste de tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il devrait intervenir uniquement quand la grossesse ou l'accouchement pose des problèmes. La sage-femme est en gros la spécialiste de tout ce qui va bien, en fait, de la grossesse normale, de l'accouchement normal. Et vraiment, c'est dommage que notre culture et il y a plein de facteurs sociaux, culturels, historiques qui en arrivent à cet état de fait. Mais la sage-femme a perdu son rôle vraiment de référente pour la grossesse et pour l'accouchement normal au profit des gynécologues obstétriciens. Alors moi, j'ai rien contre les gynécologues obstétriciens, sauf que c'est dommage que des spécialistes de la pathologie s'occupent de ce qui est normal et de ce qui va bien. Parce que quelque part, il y a un effet un peu retors de ça, c'est qu'ils ont tendance à voir des choses pas bien dans des choses qui sont peut-être à la limite de la physiologie, mais qui sont quand même physiologiques. Et les gynéco-obstétriciens devaient vraiment être des complémentaires des sages-femmes, ce qui s'est passé d'ailleurs très longtemps aux Pays-Bas, où la sage-femme était vraiment la référente de la grossesse. Et évidemment, quand il y avait un problème, ou quand il y avait peut-être un problème, elle demandait un avis, ou elle envoyait la femme chez l'obstétricien qui, lui, après, ou bien gardait le problème, ou bien la renvoyait en ayant vérifié qu'il n'y avait pas de pathologie. Et en France, on ne travaille pas comme ça, et c'est dommage pour les femmes, hein, surtout. Mais on ne peut pas non plus revenir à ça comme ça, parce que beaucoup de femmes sont très attachées à leur gynécologue et méconnaissent en fait le travail des sages-femmes, même si les sages-femmes sont quand même un petit peu plus présentes. Voilà. Lors des accouchements, il y a plus de sages-femmes autour des femmes qui accouchent dans les hôpitaux que de médecins. Oui, dans les hôpitaux, les sages-femmes sont là auprès des femmes et le gynécologue vient ou bien voir ou bien il intervient quand il y a des pathologies. Mais dans tout ce qui est système privé, ça dépend. C'est souvent les médecins qui viennent. Enfin, la sage-femme accompagne tout l'accouchement et le médecin vient un petit peu au dernier moment pour accueillir l'enfant. Est-ce qu'il y a des sages hommes? Oui, de plus en plus. On les appelle sages-femmes quand même? On les appelle des sages-femmes, oui. Ouais, c'est amusant. Et ce qui est le plus amusant, c'est en Belgique. En Belgique, les sages-femmes, on les appelle des accoucheuses. Et du coup, il y a des hommes aussi, et les hommes sont des accoucheuses. L'accoucheur étant vraiment un terme réservé aux médecins. Alors, c'est un peu drôle, quoi. Alors, vous dites dans votre livre que vous êtes devenue sage-femme pour réparer peut-être votre propre naissance ou tout du moins l'accouchement de votre maman. Oui, écoutez, dans mon histoire familiale, il y a eu quand même beaucoup... moi, j'ai eu une naissance difficile, mais il y a eu aussi beaucoup d'enfants morts. Bon, j'ai fait un travail personnel sur moi, des thérapies diverses, et pour moi, c'est une évidence que je ne suis pas sage-femme par hasard. D'accord. J'ai été téléguidée.
Quand vous avez accouché des femmes, vous leur avez demandé ce qu'elles voulaient, et elles étaient très très étonnées que vous leur posiez la question. Oui, quand j'ai fait mes débuts à l'hôpital, j'ai été étonnée de voir que les femmes, elles avaient, en tout cas les femmes que je rencontrais dans les maternités, elles avaient pas l'habitude qu'on leur pose cette question, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, et j'avais l'impression que ça les déstabilisait même. Elles attendaient quelque part tout de moi. Moi, j'étais la professionnelle qui savait, et donc j'allais leur dire comment faire, comment respirer, comment accoucher, dans quelle position se mettre. Et moi, ça m'allait pas du tout, en fait, en tant que femme et sage-femme. Pour moi, c'était pas à moi de leur dire. Assez rapidement, je suis allée vers le libéral et l'accompagnement à la maison. Là, je me suis sentie beaucoup plus à ma place. Au moins, les femmes, elles voulaient vivre les choses, elles voulaient chercher leur position, elles voulaient vivre les choses à leur manière. Et moi, en tant que sage-femme, ça me correspondait beaucoup mieux. Oui, parce qu'à l'hôpital, on a le choix d'accoucher allongé et c'est tout. Je pense que on nous met sur une table, les pieds un peu après dans les étriers et on bouge pas de là. Bon, ça change un tout petit peu, mais ça dépend des sages-femmes parce qu'il y a quand même, je dirais, de plus en plus de sages-femmes qui s'interrogent là-dessus, et il y a des formations aussi de professionnels qui viennent parler de la liberté de position pendant l'accouchement, ou en tout cas de positions différentes de la position allongée, mais c'est pas dans toutes les maternités, bien sûr, et puis c'est pas toutes les sages-femmes qui adhèrent. Parce que j'écris à un moment donné, et je pense que c'est quand même très, très fort la manière dont nous, professionnels, sages-femmes, sont formatés à accompagner des femmes couchées sur le dos avec les jambes en l'air. Et les femmes aussi, elles sont formatées pour accepter ça. Il n'y a qu'à voir toutes les émissions où on voit des accouchements. C'est quand même le modèle partout en France. C'était la seule position que l'Église acceptait, oui. Ainsi que pour la procréation d'ailleurs. Ouais. Et en fait, j'ai compris ça aussi il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, comme pour l'Église, les relations sexuelles devaient vraiment avoir pour but de procréer, c'était aussi une position, oui, la sodomie qui était pratiquée, mais vraiment avec la désapprobation de l'Église. C'était une position l'Église n'approuvait pas cette position, en grande partie parce que ça évitait éventuellement une procréation. Bon, après, il y a plein d'autres positions possibles, bien sûr. Oui, alors justement, dans ces femmes qui accouchent ailleurs, il y en a... Vous avez fait un peu le tour du monde des autres pays. Comment on accouche, je sais pas moi, en Asie, Alors, j'ai lu pas mal là-dessus. Et c'est vrai que l'accouchement, finalement, est souvent très codifié partout. Alors, il y a des tribus où on va accoucher, on va être suspendu à une liane et puis accoucher debout, accroché à une liane. Il y a des sociétés où on accouche accroupi. Il y a des sociétés... Mais finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'endroits où, traditionnellement, les femmes, elles peuvent accoucher comme vraiment elles le souhaitent. Où il n'y a aucune injonction quelconque sur la position. Oui, vous dites qu'il y a deux forces contraires. Les forces de la femme qu'elle sent dans son ventre, et de temps en temps on lui dit ne poussez plus alors qu'elle a envie de pousser. Et donc la force de la femme qui sent les choses, et la force du corps médical qui est autour et qui lui dit ce qu'elle doit faire. Oui. C'est-à-dire on ne laisse pas à la femme le droit de sentir elle-même ce qui se passe. Oui, quand on parlait des sociétés autres que les sociétés occidentales, je pensais à même autre chose, c'est que même si dans les sociétés traditionnelles, je pense qu'il y a très peu d'endroits où on a fait accoucher les femmes couchées, mine de rien, il y a des modèles qui sont très très forts et que les femmes, elles intègrent. Et quand dans une société on accouche accroupi, les femmes elles vont toutes accoucher accroupies. Quand dans une
elles accouchent accrochées à une liane, elles vont toutes accoucher comme ça, enfin, et l'avoir tellement intégré que pour elles, c'est correct. Et peut-être en Occident, c'est comme ça fait 200 ans ou 300 ans que les femmes, elles accouchent couchées, et pour elles, c'est pas, enfin, quelque part, c'est bien. Et elles se posent. Je pense qu'il n'y a pas tant de femmes que ça, et mon étude m'a montré ça, que finalement, les femmes, elles s'en accommodaient très bien. Sauf celles qui accouchent autrement, avec des sages-femmes, ou qui ont plus réfléchi à la question, et qui, elles, vont avoir beaucoup plus de latitude et de liberté, et où la variété de positions va être bien plus importante. J'avais vu une chaise pour accoucher, il y avait des chaises pour accoucher avant. Oui. C'est-à-dire, on accouche... Moi, j'en ai un tabouret d'accouchement, en bois, où il y a... Effectivement, les femmes, elles accouchent assises, mais avec plein d'espace, avec du vide. Le bébé, il ne soit pas gêné par l'assise de la chaise, en gros. Et puis la possibilité de pousser avec les pieds, avec les mains, plutôt que de toujours être en train de pousser avec la tête. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on pousse... Quand on accouche, on pousse pas avec ses pieds, on pousse pas avec... on pousse avec... Enfin, c'est bizarre. Vous avez marqué quelques techniques que vous preniez pour aider les femmes, hein, des gestes qui sont après en formation, ou que certaines sages-femmes sont allées rechercher sur d'autres continents. La fameuse écharpe mexicaine, c'est quoi cette écharpe mexicaine? Alors c'est une écharpe, c'est un tissu en fait, qui est... Alors je sais pas les dimensions, mais ça doit faire pas loin, presque 3 mètres de long, et je dirais soit 80 cm de large, et cette écharpe, elle permet de bercer le bassin, de bercer le dos, de bercer la tête, enfin, il y a plusieurs façons d'entourer le corps de la femme, et d'imprimer des petits mouvements pour que la femme se détende, se sente mieux. Et pendant l'accouchement, parfois, ça peut vraiment aider un bébé à mieux se positionner, un bébé à descendre. Voilà. L'écharpe est enroulée autour de la femme? Oui, alors elle est enroulée à moitié. Enfin, c'est difficile d'expliquer comme ça. La personne qui utilise le rebozo, on va dire la sage-femme, va prendre les deux extrémités de cette écharpe. Elle va mettre le centre de l'écharpe, par exemple, au niveau du bassin de la femme, et puis elle va bercer le bassin, par exemple, ou bercer le dos, ou bercer... Et ça, c'est au Mexique que les sages-femmes utilisent beaucoup ça. Bon, je ne sais pas si en Occident ça a existé, mais je ne penserais pas. Je pense que l'Occident avait d'autres... Au Moyen-Âge, les sages-femmes devaient avoir des moyens aussi pour aider en cas de naissance difficile, des choses qui ont été complètement perdues avec la grosse répression qu'il y a eu à la fin du Moyen-Âge et au temps des Lumières, hein, parce qu'il y a eu vraiment la destruction de tout un savoir traditionnel et paysan qui s'est complètement perdu. Oui, alors il y a cette façon d'accoucher, il y a aussi, vous dites, pour les cris, au Maghreb, il est bon ton qu'elle s'exprime bruyamment, alors qu'en Afrique noire, en général, une femme qui crie pendant l'accouchement fait honte à sa famille. Ouais. Est-ce qu'on crie encore beaucoup dans les accouchements? Non. Non. Et quand les femmes crient, elles se font souvent sermonner. Enfin, après, ça dépend des sages-femmes, hein. Il y a tellement de sages-femmes différentes, mais moi j'ai assisté plusieurs fois à des sages-femmes qui empêchaient les femmes de crier, qui leur disaient de se taire, qui leur disaient de respirer au lieu de crier. Et puis maintenant il y a la péridurale, hein. La péridurale qui est de plus en plus utilisée. Finalement, actuellement il y a très peu de femmes qui accouchent sans péridurale. Et même, il semble qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est que les femmes se posent de moins en moins la question. Tellement la péridurale, c'est presque incontournable. Alors, est-ce que c'est si bon que ça pour le bébé, la péridurale? Pour le bébé, certainement pas, puisque lui aussi reçoit un petit peu d'anesthésique. Après, ne pas faire de généralité, parce que si la mère est tellement mal, et si elle a tellement mal, et si elle supporte tellement peu la douleur, comment
peut-elle transmettre quelque chose de positif à son bébé? Enfin, cette péridurale, elle est pratiquée pratiquement tout le temps. Il y a aussi le fait Ouais. que les médecins, de plus en plus, c'est eux qui choisissent la date de l'accouchement. Oui. Et ça, c'est quand même... je pense que les femmes devraient refuser ça. Moi, enfin, je dis ça, mais le bébé passe au 3e plan. Ah bah c'est sûr que le bébé, on n'en parle pas beaucoup du bébé. On n'en parle pas beaucoup. Et puis comme lui, il parle pas, de toute façon, il va pas raconter tout ce qui se passe pour lui. Vous dites qu'aux États-Unis, on endormait les femmes à une certaine période. Oui. Alors ça, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais je sais que par exemple en Angleterre aussi, la reine Victoria a inauguré, alors je sais pas avec quoi on l'endormait, mais je me demande si c'est pas du chloroforme. On l'a endormi avec ça pour accoucher d'un de ses enfants, et après c'est devenu un peu la mode. On a utilisé un produit qui endormait complètement, et les femmes accouchaient sans... Alors je sais pas si c'était toutes les femmes, hein, ou alors les femmes aisées, les femmes qui avaient un certain niveau de vie. Bah, quelque part, c'est refuser aussi de sentir... Qu'est-ce qu'on nous mettait dans le masque? On nous met un masque quand on accouche, on nous fait... Oui, alors, bon, dans le masque, alors soit il y a de l'oxygène parce qu'on se rend compte que le bébé montre des signes de fatigue ou de souffrance, soit ce qui est utilisé pour l'anesthésie, c'est le protoxyde d'azote. Ce qu'on appelait aussi le gaz hilarant. Mais alors maintenant, avec l'avènement de la péridurale, je ne sais pas si c'est encore beaucoup utilisé, le protoxyde d'azote. Alors j'ai appris récemment qu'on ne donne plus de claques aux bébés quand ils naissent maintenant. Ah ben non, ça fait longtemps. Moi, j'ai jamais dû voir ça, là. Moi, j'ai été diplômée en 92, j'ai commencé mes études en 88, j'ai jamais vu... Une fois, j'ai vu dans une clinique du sud de la France un médecin qui avait donné une fessée au bébé, mais moi j'ai jamais vu ça, et je pense que c'est dans son film Pour une naissance sans violence que Le Boyer montre une naissance d'un bébé accueilli avec beaucoup d'amour et d'attention, et en parallèle une naissance qui devait être assez classique à l'époque, et effectivement le bébé il était pendu par les pieds, mais ça date des années 70. Dans les années 70, il y a eu quand même une prise de conscience et une envie que les bébés soient accueillis un petit peu mieux. Oui, parce qu'on disait que c'était pour les faire crier, qu'il fallait ouvrir les poumons. Oui. Donc finalement les enfants ils crient quand même sans Oui. avoir besoin de recevoir une claque. Exactement, mais c'est un petit peu aussi... on fesse les enfants parce qu'on pense que c'est le seul moyen de les socialiser, et c'est encore assez vivace, ça. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Vous êtes sexologue et vous dites aussi qu'accoucher fait partie de la sexualité féminine. Oui, je l'affirme. et je vois que beaucoup de personnes, y compris mes collègues pendant ma formation, ont été étonnés que je choisisse ce sujet. Et puis quand j'ai fait tout un travail un questionnaire que j'ai distribué à des centaines de femmes qui m'ont répondu, et j'ai posé directement la question: est-ce que pour vous l'accouchement a une dimension sexuelle? Et en fait, il y a beaucoup d'incrédulité là-dedans. Non, les gens se demandent quel rapport l'accouchement a à voir avec la sexualité. Donc moi, je trouve ça assez amusant. J'en ai parlé l'autre jour à un groupe de sages-femmes qui riaient. Mais peut-être que nous, les sages-femmes qui baignons dans cette atmosphère de naissance, avec ces enfantements, ces corps à corps de femmes et d'enfants, ça nous paraît évident, mais en fait, ça ne se dit jamais. Non, parce qu'on doit accoucher dans la douleur, pas dans
pas dans le bonheur. Racontez-nous l'histoire que vous a dit Frédéric Leboyer lorsque son film Le Sacre de la naissance a été montré dans un studio de télévision à côté de l'équipe du commandant Cousteau. Oui, c'est ce que j'ai entendu à une formation que j'ai faite avec lui. Il racontait que en tournant, alors je ne me souviens plus quel film, où on entendait une femme qui accouchait avec des bruits d'accouchement, des bruits spéciaux et très évocateurs de sexualité, puisque l'équipe du studio d'à côté a pensé que c'était un film pornographique qui était tourné. Et c'est vrai que quand on sort du contexte de l'accouchement et qu'on écoute les bruits que peut faire une femme qui accouche librement, il y a des cris, il y a des gémissements, il y a des choses qui ressemblent sans méprendre à des bruits de femmes dans le plaisir. D'ailleurs, c'est le but de votre livre aussi, c'est peut-être de penser qu'on peut accoucher dans le plaisir et pas forcément dans la douleur. Oui, même si je n'ai pas une recette miracle, malheureusement. Mais il y en a quelques-unes dans vos livres. Il y en a quelques-unes dans votre livre. Ah oui, oui, et il y en a même, dans les femmes qui accouchent à la maison, il y en a, je dirais à peu près 10% qui parlent franchement d'orgasme ou d'extase ou de choses très clairement jouissives. Oui, puis alors il y aurait le fait de pouvoir se toucher, on se touche pas, notre corps il est comme ça, donc dans les recettes que vous donnez, il y a des recettes, c'est pas des recettes, c'est des... Oui, j'étais en train de sourire parce que pour moi c'est pas tellement des recettes, mais bon, des pistes d'exploration. Voilà, c'est-à-dire qu'on est couché, on n'a pas le droit ni avec notre homme qui est à côté. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer avec l'homme qui est à côté. Il peut y avoir des touchés, il peut y avoir des choses qu'on découvrira dans le livre. C'est-à-dire que comme l'accouchement, c'est quand même ce qui arrive après une histoire d'amour. Et ça serait bien que l'amour soit très très présent sur la table d'opération et qu'on soit pas simplement en train de souffrir. Donc il y a tout un tas d'histoires de plaisir. Donc le plaisir dans l'accouchement, vous dites, est resté longtemps tabou, tellement tu enfanteras dans la douleur biblique. Vous dites qu'il y a des hormones qui sont sécrétées pendant l'accouchement et qui sont les mêmes que celles sécrétées pendant les relations sexuelles. Ocytocine, endorphine, prostaglandine, adrénaline. Oui, c'est vraiment des phénomènes très proches. Et j'ai, du coup, dans mes recherches, j'ai trouvé aussi que dans les sociétés où la sexualité était très libre, les femmes n'accouchaient pas dans la douleur. Donc c'est possible. C'est possible. Et notre société est quand même encore bien imprégnée de beaucoup de tabous concernant la sexualité. Et on peut se penser qu'un jour, nous allons nous ouvrir à quelque chose de plus libre, de plus vaste et aussi de plus agréable. Oui, on va revenir sur les cris des femmes. Vous dites, certes, les cris de la femme qui accouche peuvent être des cris de douleur, mais ils sont surtout un moyen d'expression, un moyen de respirer, un moyen d'ouvrir grand la bouche et le sexe. C'est vrai que d'ouvrir la bouche en grand, ça ouvre aussi d'autres parties du corps. Oui, oui. Ça fait réfléchir. Oui. Hein. Il y a aussi les questions de normes. Il semblerait que si on est bien dans les normes, on accouche en combien? 30 minutes, c'est ça? Alors, l'expulsion, ça dépend des pays. Toutes les maternités où j'ai pu voir fonctionner, c'est... Alors, officiellement, les femmes, il faut qu'elles aient poussé leur bébé dehors en 30 minutes. Et ce que j'explique aussi, parce qu'il y a une sage-femme qui a fait toute une recherche là-dessus, c'est qu'en fait, en France, cette norme d'accoucher, de pousser son bébé en 30 minutes, ça a vraiment été fait sur des échantillons de femmes très très faibles. Et
bon, alors, dans le livre, il y a les chiffres exacts que je ne me rappelle plus par cœur, mais moins de 100 accouchements ont été suffisants pour faire un protocole valable dans toutes les maternités qui disait que si une femme, elle poussait plus de 30 minutes, le bébé était en danger. Ce qui est complètement faux, puisqu'il y a des femmes qui peuvent mettre beaucoup plus de temps, mais en y allant plus doucement, plus tranquillement, en se respectant, en respirant, en prenant le temps sans pousser comme une forcenée, et que dans ces conditions, mais les bébés ils peuvent venir en plus de temps, mais en douceur. Alors dans les normes et protocoles, une femme qui arrive pour accoucher est examinée par un toucher vaginal. Ensuite, elle est monitorée dans une position allongée plus ou moins imposée et perfusée au cas où il y aurait un problème intempestif. Tension et température sont prises pour s'assurer de l'absence de pathologie. Elle est revêtue d'un uniforme de malade, chemise de nuit facile à enfiler, ouverte derrière et découvrant le dos et les fesses de façon impudique, particulièrement inesthétique. Pourquoi on nous découvre le dos et les fesses alors que ça se passe devant aussi? C'est ça qui est bizarre. Ah, je ne sais pas, il faudrait demander. Et l'épisiotomie qui est pratiquement tout le temps pratiquée, on ne nous pose pas la question. C'est vrai qu'on ne nous demande pas si on en veut une, on nous lacère comme ça. C'est quand même assez... Toutes les femmes qui nous écoutent doivent entendre ce que je dis. L'épisiotomie, c'est pratiquement à chaque fois maintenant. Hein. Je suis pas sûre, parce qu'il y a eu quand même des études qui ont été faites là-dessus, qui ont prouvé que l'épisiotomie systématique n'était vraiment pas justifiée et pouvait provoquer quand même beaucoup de problèmes, et en particulier sexuels ou de douleurs après l'accouchement, et ne prévenait pas du tout de complications, par exemple descente d'organes ou tout ce qu'on peut raconter aux femmes, en fait c'était complètement faux. Et je crois que quand même il y a beaucoup de professionnels qui sont revenus sur le nombre d'épisios qui pratiquent, mais ça doit dépendre certainement des établissements et puis des chefs de service. Suivant que le chef de service il est convaincu qu'il faut en faire, il va demander à ce que tous ces praticiens le fassent abondamment. Mais voilà, il y a peut-être quelques rares cas. Imaginons un périnée qui est très 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 tendu et qui effectivement bloque le bébé, ce que personnellement je n'ai jamais vu, mais bon, pourquoi pas, et qu'effectivement ça peut être une bonne chose de couper ce périnée parce que le périnée est trop tendu pour laisser la place au bébé. Bon, après ça peut être aussi en cas de bébé qui souffre. C'est vrai que quand on coupe le périnée, ça accélère la sortie du bébé de façon très très importante. Et admettons qu'un bébé soit en souffrance, si le fait de couper le périnée peut accélérer sa sortie et lui donner de meilleures chances de vie, alors là, il n'y a pas de discussion possible. C'est sûr. Mais ça serait quand même étonnant qu'il y ait 80, enfin je sais pas combien il y a d'épisiotomies pratiquées, mais au moins 50% de bébés qui seraient en souffrance et qui auraient besoin de ça pour vivre. Pratiquement toutes celles qui accouchent à la maison, la moyenne française c'est moins de 1%. On subit moins de déclenchements, moins d'épisiotomies, de césariennes que la moyenne des Français. Alors non, moi je vais dire carrément, les femmes qui accouchent à la maison, elles n'ont pas d'épisiotomie. Alors il y en a, dans l'étude que j'ai faite, il y en a une qui en a eu. Mais bon, dans ce que j'entends autour de moi, c'est vraiment exceptionnel, l'épisiotomie à domicile. Et puis il n'y a pas de... On ne déclenche pas. Bon, après, s'il y a besoin d'un déclenchement, la femme va aller à l'hôpital aussi. Oui. Parce que c'est on sort de la physiologie et du coup le domicile est vraiment réservé à toutes les femmes qui n'ont pas de pathologie, qui n'ont pas de problème, et bien sûr évidemment qu'il y a aucune intervention à domicile. Oui, vous dites pour les femmes de moins de 35 ans, mais une femme qui aurait déjà eu plusieurs enfants, elle peut accoucher à domicile quand même. Ah ben bien sûr. Ou est-ce que même si elle a dépassé 35 ans?
Non, actuellement, il n'y a pas. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas de protocole défini pour accepter ou non les accouchements à la maison. Après, il y a une association qui est l'Association nationale des sages-femmes libérales qui a fait une charte, la charte de la parturiente, où effectivement, ou la charte de l'accouchement à domicile, où en fait il y a tous les cas, tout ce qui est requis pour accoucher à la maison et tous les cas qui ne rentrent pas dans ce cadre. Par exemple, une femme qui a de la tension, qui a un diabète, elle va pas accoucher à la maison. À la page 43 sont exclues de ces recommandations les femmes ayant un profil à risque, plus de 35 ans, surpoids ou obésité, hypertension, etc. C'est les recommandations de la Grande-Bretagne qui a fait effectivement une étude sur les accouchements à la maison, les risques, et effectivement dans leurs recommandations à eux, ils disent plus de 35 ans. Mais de toute façon, cet âge de 35 ans, il est là tout le temps sur la tête des femmes, ne serait-ce que pour faire des amniosynthèses sur un enfant qui serait, entre parenthèses, pas normal. Il y a cet âge de 35 ans qui est là, surtout sur un premier enfant. On va parler du cordon ombilical, hein, ce fameux cordon qu'on coupe. Et moi, je me rappelle que je voulais garder un bout du cordon. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça, j'avais envie de garder ça en souvenir. Et le père de mon enfant a dit non, poubelle, quoi. Et j'ai vu dans votre livre qu'il y avait certaines tribus qui utilisaient ces cordons justement pour les enterrer sous des maisons. Donc finalement, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir quand même eu un vieux réflexe de femme. Qu'est-ce que vous en faisiez, vous, du placenta quand vous accouchiez à domicile? Alors, moi, en tant que mère ou en tant que sage-femme? En tant que sage-femme et en tant que mère, les deux. En fait, moi, en tant que mère, c'est le papa des enfants qui l'a enterré dans le jardin. Et après, on a mis sur un des placentas un olivier, sur un autre un rosier. Voilà. Et c'est quelque chose que font beaucoup de femmes que j'ai accompagnées, et apparemment c'est une pratique en France. C'est une assez vieille coutume. On enterrait le placenta sous un arbre. Alors ce que j'avais entendu de quelqu'un qui venait d'Amérique du Sud, c'est que dans son village, on enterrait les placentas près du village pour que l'enfant il reste au village, qu'il soit pas tenté de partir. Et cet homme m'avait ajouté en riant que lui, c'est un chien errant qui avait dû lui manger son placenta, parce que c'était un homme d'origine d'Amérique du Sud qui vivait en France. Voilà. C'est des belles histoires, hein. Oui. Moi, j'avais entendu aussi une histoire qui n'est pas exactement la même, mais que pour éviter d'avoir ce fameux trait noir entre le nombril et le pubis de certaines femmes, ou d'éviter d'avoir des vergetures, il suffisait de prendre le premier lait d'une femme qui venait d'accoucher et de s'en mettre sur le ventre et sur les seins. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Ah non, ça j'ai jamais entendu. C'était une sage-femme qui m'avait dit ça. Donc c'était pour éviter la ligne brune, voilà, c'est ça? Voilà, la ligne brune et les vergetures. Et les vergetures. Mais surtout la ligne brune. Mais bon, il faut trouver une femme qui allait et qui donne son lait régulièrement. Mais non, mais c'est pour la femme qui est en train d'accoucher. Ah, donc ça veut dire après l'accouchement, prendre le premier lait, s'enduire le ventre de lait. Du premier lait le premier lait, enfin, dans les premiers jours, dans les premiers moments, qui contiendrait je ne sais quoi, du colostrum ou je ne sais plus quoi, et qui ferait que ça ferait disparaître tout ça. Bon, c'est des histoires de grand-mère, de sage-femme. Mais en tout cas, ce sont des choses qui... moi, je l'avais pas entendu, ça, mais pourquoi pas? Et de toute façon, c'est gratuit, donc ça coûte rien de le faire, même si... oui, ça coûte... C'est certainement aussi efficace que tous les produits cosmétiques qu'on utilise à gogo actuellement, avec pas forcément une efficacité confirmée. Mais cette rayure noire, toutes les femmes l'ont pas, hein? Non, mais en général, ça passe au bout de quelques mois après l'accouchement.
vous avez fait une enquête. Racontez-nous cette... Oui, j'ai fait une enquête dans le cadre de mon mémoire de sexologie. Et justement, je voulais voir un petit peu où les femmes en étaient par rapport à leurs accouchements, et puis éventuellement comparer les expériences des femmes qui accouchent de façon médicalisée aux femmes qui accouchent de façon naturelle. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, puis j'ai eu des témoignages tellement... des beaux témoignages, des témoignages profonds. Et puis, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce travail, c'est aussi comment les femmes, elles étaient reconnaissantes qu'on leur donne la parole sur ce sujet. Parce que je crois que l'accouchement pour les femmes, bon, en tout cas pour les mères qui ont donné naissance, c'est quelque chose qui est souvent très, très, très important et dont on parle très, très peu. Elles parlent finalement très peu et c'est un peu un paradoxe, l'importance que ça a et le tabou, ou en tout cas l'absence de parole autour de ça. Vous parlez aussi d'une certaine Ina May Gaskin, comme on dit. Oui, Gaskin, c'est une américaine. 50 ans d'accouchement spirituel, c'est une post-fast. C'est une sage-femme qui a aussi qui a écrit un livre donc en anglais qui s'appelle Spiritual Midwifery, la sage-famerie spirituelle. Dans les années, son premier livre, il doit dater des années 70-80, et elle raconte son expérience avec des familles. Et alors, c'est un livre aussi plein de témoignages de femmes sur leurs accouchements, et c'est une sage-femme qui avait créé un lieu aux États-Unis où les femmes venaient de partout pour accoucher de façon naturelle. Et il y avait une communauté aussi qui était, je ne sais pas si ça existe sans doute encore, et un endroit vraiment dédié aux mères, et où il se passait plein de choses intéressantes. Voilà. Combien de personnes ont répondu à ce questionnaire? 324. Et est-ce que vous continuez à attendre des réponses? Ah non, j'ai fait ça pendant 3 mois. D'accord. J'ai fait ça pendant 3 mois pour servir de base à mon travail, et puis j'ai arrêté. Mais en fait, c'est une source inépuisable. C'est sûr que on pourrait avoir encore plein d'autres témoignages là-dessus. Et il y a des sages-femmes qui m'ont dit d'ailleurs que mon questionnaire leur servirait de base à éventuellement des consultations et il y a des femmes aussi qui m'ont dit qu'elles l'avaient rempli, et je l'ai fait moi-même aussi pour mes propres accouchements, et je me suis rendu compte qu'en le remplissant, il y avait des choses qui s'éclairaient pour moi, il y avait des choses que je me rendais pas compte, et j'avais eu des éclairages auxquels je n'avais pas pensé en remplissant ce questionnaire. Donc voilà, ça peut toujours être utile que chacune le fasse, et puis se repense à ces épisodes-là de sa vie. Et puis... Donc faire ce questionnaire par enfant, puisque vous dites, par exemple, des questions concernant les peurs liées à l'accouchement. Peur de la douleur, peur du handicap, peur du manque de liberté, peur de ne pas être une bonne mère, peur de l'intervention, que ce soit le déclenchement, l'épisiotomie, les forceps, la césarienne ou l'anesthésie, peur de la mort, peur de la manipulation, peur de ne pas y arriver, peur de la solitude, peur de l'inconnu. C'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes peurs au premier qu'au deuxième. Non, ouais. Et encore moins au troisième. Oui, mais après, il y a des choses qui peuvent ressurgir, des choses qui étaient... Je pense qu'aussi, chaque être humain a une place dans sa famille. Et quand la femme accouche, quelque part, elle revisite aussi peut-être des accouchements de sa famille, sa propre naissance. Et du coup, en fonction de la place qu'elle a dans sa fratrie, ça peut réveiller certaines choses quand elle-même va accoucher, par exemple, pour la première fois alors que c'est une première, ou alors pour la 3e fois alors qu'elle est une 3e enfant. Je pense que la peur de la mort est ancrée chez toutes les femmes, ainsi que la peur de la douleur et de la souffrance.
Alors, avec du recul, comment pourriez-vous qualifier l'expérience de l'accouchement, une période riche, un mauvais moment à passer, un rite initiatique, une torture, un moment difficile, une extase, un apprentissage? Donc ce livre, L'enfantement entre puissance, violence et jouissance, s'adresse à toutes les femmes, celles qui ont accouché, mais aussi celles qui vont accoucher. Celles qui ont accouché, ça nous permet de... Quand vous dites qu'on parle pas beaucoup de l'accouchement, en vérité, entre femmes, on aime bien dire comment on a accouché quand même. En général, c'est pas quelque chose qu'on cache. Quand on en parle avec sa mère ou avec des amis ou avec... on aime bien parler de notre accouchement, on aime bien... Vous trouvez pas? Moi, je suis un peu mal placée puisque moi, sage-femme, on m'a tellement raconté des accouchements que du coup, je ne sais plus une femme entre guillemets normale. Si elle entend certainement pas autant d'histoires d'accouchement que j'ai pu en entendre, mais alors je sais pas la notion, mais je sais que plusieurs femmes m'ont dit qu'elles auraient bien aimé reparler de leur accouchement, mais alors presque avec des professionnels pour essayer de comprendre des choses qui n'étaient pas claires, des choses qui étaient confuses. C'est peut-être dans ce registre-là qu'il y a un manque. Mais moi, je me souviens quand j'étais enfant, les femmes qui étaient proches de moi, hein, je dis pas que... Enfin, les femmes qui étaient proches de moi, j'avais au moins 3 histoires d'accouchement, ne serait-ce que ma mère, ma belle-mère, c'est-à-dire les femmes qui étaient autour de moi me parlaient de leur accouchement. Ça avait duré tant de temps, c'était insupportable, c'était difficile. C'est vrai que elles nous parlaient de leur accouchement comme quelque chose qui allait, si on voulait être une femme, on y passerait aussi, quoi. C'est ça, ça voulait dire elles étaient femmes parce qu'elles avaient accouché. C'est un peu souvenir de guerre. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Je sais pas, vous êtes dans les années 60, les femmes, quand vous étiez enfant, avaient accouché dans les années 40, donc... Oui. Et oui, c'est ce que je raconte, hein. Je raconte un petit peu dans mon introduction, comment moi j'ai reçu les histoires d'accouchement de ma famille. Et... ça donnait pas envie, hein. J'ai reçu des bribes. Après... qu'est-ce que les femmes transmettent, oui, à ce sujet-là, et et par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les histoires que j'ai reçues, c'est tout ce qui a trait à l'accueil de l'enfant. Et vraiment, ce que les femmes racontent, elles racontent des choses exceptionnelles et des choses magiques qui ont un lien avec l'amour. Et je trouve que ça, c'est quelque chose dont on parle absolument pas. Et même en maternité, quand on voit toutes ces femmes accoucher, on sait que quand les femmes souffrent, à un moment donné, le bébé va arriver puis que tout va s'arrêter. Mais il n'y a jamais vraiment des mots posés sur cette rencontre d'amour qui a lieu entre la femme et son enfant. Et ça, c'est quand même... Bien sûr qu'il y a des accouchements traumatiques où ça se passe pas comme ça, mais quand même, moi, en tant que mère, quand j'ai accueilli mes enfants, chacun de mes enfants, c'était un moment magique. Et les heures qu'on suivit, c'était des heures magiques qui étaient en dehors de tout, de la vie, du monde. C'était vraiment quelque chose qui m'ont vraiment apporté énormément à la femme que je suis, quoi. Et donc, bien sûr que j'aimerais que toutes les femmes puissent vivre des choses de cette intensité et de cette force d'amour. Voilà. Oui, puis peut-être que la dimension sexuelle, elle arrive aussi juste après, qu'elle n'est pas forcément toujours dans l'accouchement, mais qu'elle peut arriver juste après, justement, quand l'enfant est sorti. Oui, il y a une décharge hormonale. Moi, je me souviens de cette décharge avec une espèce de béance, d'extase qui est arrivée juste après
juste après la sortie de l'enfant. Hein, et que vous avez vécu ça aussi, oui, cette forme d'extase après l'arrivée de l'enfant. Ouais, et j'en ai parlé au père et il m'a pris un peu pour une folle, quoi. Donc voilà, c'est bien que les hommes entendent aussi que quand la femme s'ouvre comme ça, je veux dire, il se passe des choses. Donc c'est bien de les entendre. Ouais. Mais après, il se passe des choses pour les hommes aussi. Moi, j'ai interrogé que des femmes. Après, mais les hommes, ils vivent aussi des choses incroyables aussi à ce moment-là. Bon, après, ils le vivent pas dans leur corps, mais ils peuvent être très très touchés quand même. Hein, quand un bébé arrive, quand ils reçoivent l'enfant dans les bras, c'est immense ce qui se passe à ce moment-là. L'enfantement entre puissance, violence et jouissance aux éditions Mama Édition. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette émission? Eh bien, j'aimerais que les femmes et les couples puissent s'approprier vraiment cet événement dans toute sa dimension et pouvoir ressentir la puissance que ça donne de vivre les choses en pleine conscience et en pleine vie avec un grand V. Ouais, moi je pense que vraiment s'il y a quelque chose à retenir de cette émission, c'est que l'enfantement, ça peut être entre puissance, on est d'accord, entre violence, on est d'accord, mais entre jouissance. Oui, et de savoir en tout cas que c'est possible et d'avoir cette ouverture aussi au plaisir et puis de savoir peut-être goûter chaque petite goutte de plaisir et de mettre le focus là-dessus plutôt que de se focaliser sur le côté difficile de la chose et de la douleur. Des maisons de naissance, les maisons de naissance, de toute façon, c'est un projet pilote qui a mis, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il y a des groupes de parents et de sages-femmes qui réclament l'ouverture de maisons de naissance qui existent dans plein de pays d'Europe et aux États-Unis et au Canada. Et en France, après beaucoup de pression, finalement, la France a décidé d'accepter l'ouverture de certaines maisons de naissance avec beaucoup de garanties et de garde-fous. Et ce sont des projets qui vont durer 5 ans. Et si c'est concluant, ça perdurera et même ça s'étendra. Voilà, mais c'est vraiment aux prémices. En tous les cas, ils ferment des maternités, ça serait bien qu'ils ouvrent des maisons de naissance. Je vous remercie, Hélène Goninet. Merci beaucoup.